Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, ce vendredi 22 mai, la visite d'État dans le district du Denguélé. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, est depuis 2 jours dans le district à la rencontre des populations des régions du Folon et du Kabadougou. Après Minignan, où il a tenu hier son premier meeting, Alassane Ouattara est attendu aujourd'hui, vendredi, à Guéléban. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État a animé hier son premier meeting dans le Denguélé, précisément à Minignan, chef-lieu de la région du Folon. C'est à 75 km de la ville d'Odiéné. Liesse populaire pour accueillir l'illustre hôte, vous le voyez en image. Notez qu'à Minignan, les populations n'ont pas jugé bon présenter des doléances au chef de l'État, mais plutôt lui réitérer leur attachement. Le président de la République, fils de la région, a lui promis poursuivre l'œuvre de développement dans la dite région. Après Minignan, cap sur Cagnasso, une rencontre tout aussi riche en émotions. À cette deuxième étape, le président de la République a également assuré les populations quant à rassurer, quant à son engagement à accroître les investissements en vue donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Retenez que dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence, eh bien, plus de 3,7 milliards de francs CFA ont été investis dans le département de Cagnasso, ce depuis 2011. Visite du chef de l'État dans le district du Denguélé, visite porteuse d'espoir. Elles sont sorties nombreuses, les populations, pour donc accueillir le digne fils de la région. Quelques réactions au micro de Kwasi Mamadou. Tout ce que le président nous a dit est allé droit parce qu'on a vraiment confiance au programme du président de la République et nous sommes certains que notre région, la figure de la région va changer après cette visite du président de la République. Il a fait beaucoup de promesses, mais je crois que ces promesses seront repassées, c'est ADO la solution. Nous savons qu'avec ADO, rien n'est impossible et nous avons foi à ce que le département sera développé et nous allons amorcer le train de l'émergence 2020 avec le chef de l'État, Inch'Allah. C'est un message réconciliateur. C'est très bon de voir un digne président revenir sur cette terre après des années, revenir prendre la bénédiction, prier pour la Côte d'Ivoire, pour une paix durable, pour la réconciliation de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Nous pensons, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous pensons que c'est une très belle initiative. Nous voyons partout où il est passé que les infrastructures sont en train de sortir de terre. Donc, en tant que fils de la région, il était important pour nous d'être présents à cette cérémonie. Alassane Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut l'accompagner pour qu'en octobre 2015, il soit réélu. Aujourd'hui, quand on voit les chantiers dans le pays, c'est une fierté pour toute la diaspora. Le président, ce qu'on s'entend ici aujourd'hui, ce qu'on a vu à Abidjan, ce qu'on a vu l'infrastructure, ce qu'on a vu l'économie. Nous qui sommes de la diaspora, nous ne doutons plus rien, nous comptons à rentrer. On est fiers d'être au Djeneka, on vient de Cagnasso. On est très content de sa visite de notre département. On soit ensemble, le Denguélé reste toujours le Denguélé. Voilà, que de bonnes nouvelles pour les Odiénéka. Les retombées de la visite du chef de l'État dans la région se font déjà sentir avec la mise en service du système d'adduction d'eau potable de Logbanasso. Odiéné n'aura plus de problème d'eau potable. Ce, jusqu'en 2030, ce sont en tout cas les propos du chef de l'État qui, justement, a ouvert hier les vannes de la station d'eau potable. Abiba Dambélé Saoui. L'eau coule désormais à flot, à Logbanasso, premier village de la commune d'Odiéné. Le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes, bu l'eau potable, imité en cela par les personnalités venues l'accompagner. Aujourd'hui, 7200 mètres cubes jour. Là, aujourd'hui, un excédent de 3700 mètres cubes jour par rapport aux besoins du jour. Donc, on est vraiment bien au-delà des besoins. Le maire de la commune d'Odiéné, Mme Nasneba Touré Diané, et le chef Touré Famouri ont remercié le président Alassane Ouattara. Les chefs de la région lui ont offert un bœuf et des vivres de la part des populations, dans la pure tradition du Denguélé.
La station existante, mise en service en 1972, était vétuste et saturée, ce qui ne permettait pas d'assurer la continuité de service. Ces travaux pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné ont coûté 7 milliards de nos francs, dont 3,4 milliards financés par le programme présidentiel d'urgence, le PPU, et 1,3 milliard par le Fonds de développement de l'eau. La mise en œuvre du projet permettra d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné, estimée à 69 582 âmes, de réduire les corvées d'eau des femmes, de disposer de suffisamment d'eau pour toutes les activités socio-économiques et afin d'assurer une sécurité de l'alimentation en eau potable jusqu'en 2030. C'est toujours un immense plaisir de régler les problèmes d'eau, d'électricité de nos populations. Et ici, bien évidemment, au Diéné, la station de Logbanasso fera qu'au Diéné n'aura plus de problème d'eau, et ce jusqu'en 2030, c'est-à-dire dans les 15 années à venir. Et moi, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Les populations sorties nombreuses ont exprimé leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, leur fils, qui apporte le développement partout où il passe. Je remercie le président de la République de nous avoir donné de l'eau, parce que l'eau, source de vie. Et nous sommes très contents et nous sommes fiers parce que c'est notre fils qui nous apporte de l'eau. Nous serons toujours à ses côtés et nous le soutenons pour ses œuvres qu'il continue de faire. Et comme on a dit, pour moi, ADO veut dire Action pour le développement d'eau Diéné. Quand il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Donc on remercie le président de la République pour 20 mandats. Si c'est moi seulement, il n'a qu'à rester là. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le premier président qui met les pieds chez nous ici. Nous souhaitons au président que Dieu le garde longtemps pour nous et qu'il soit éclairé par sa puissance. Il vient de donner la vie à des millions et des millions de personnes. Et cela est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons que lui rendre hommage pour ces nombreuses actions qu'il essaie de poser en faveur de toutes les populations ivoiriennes. Après le Banasso, le président de la République a pris congé de ses hôtes au Minigna, le chef-lieu de la région du Folon, pour son premier meeting dans le district du Denguélé. Et la première dame, Dominique Ouattara, fait également parler son cœur à la faveur de la visite d'État dans le Denguélé. Elle a rencontré hier les femmes de Diéné au stade Mamadou Koulibaly. Dominique Ouattara a fait de nombreux dons à ces femmes, valeur totale 315 millions de francs CFA. Son action, vous en doutez, était soutenue par son époux qui lui a annoncé l'augmentation du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, à hauteur de 8 milliards de francs CFA, fin 2015, au lieu de 6 milliards de francs CFA. Et on revient à Abidjan pour parler de l'ABAD. Du 25 au 29 mai prochain, le groupe de l'ABAD tient ses assemblées annuelles ici même à Abidjan. Thème retenu cette année, l'Afrique face aux nombreux paysages mondiaux. Eh bien, avant la tenue de ces assises, le service économie de notre rédaction a décidé de retracer l'origine et les missions de la dite institution. Noël Niagno. BAD, Banque africaine de développement. Il y a plus d'un demi-siècle que la séance inaugurale des gouverneurs s'est tenue à Lagos, au Nigeria. C'était en novembre 1964. Séance inaugurale précédée le 10 septembre de la même année de la signature de l'accord de création avec 25 États membres ayant libéré 65% du capital. Sa mission, lutter contre la pauvreté, promouvoir le développement et encourager les échanges au sein des pays membres. Date depuis des opérations en direction des États, 1967. Pour cette lutte contre la pauvreté et la promotion du développement, deux principes guident les actions de la banque en direction des bénéficiaires. 1. Lorsque la BAD accorde un prêt, elle n'autorise les retraits que pour couvrir les dépenses relatives au projet au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. 2. La banque s'assure que le produit d'un prêt consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt a été accordé. Sur cette base, durant 25 ans, la banque a fonctionné avec l'argent des Africains. Son capital de départ, 1,4 milliard de dollars, est passé à 3,2 milliards, puis à 6 milliards à l'ouverture du capital aux pays non régionaux en 1982. Le capital aujourd'hui est de 32 milliards. Le nombre de pays a presque doublé. Ils sont 54. Pour la gouvernance de la BAD,
On note au niveau suprême le Conseil des gouverneurs, où chaque État membre est représenté par un gouverneur, généralement le ministre en charge de l'économie et des finances. Ce conseil formule les directives générales concernant les politiques de la banque. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tout pouvoir au Conseil d'administration, composé de 9 membres élus par le Conseil des gouverneurs pour un mandat de 3 ans. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations de la banque. Dernière personnalité à être élue par les gouverneurs et de loin la plus importante, le président du groupe de la BAD. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Depuis la création de l'institution en 1963, on en dénombre 7. Le dernier en date est le Rwandais Donald Kaberuka. Pour sa succession, ils sont 8 candidats en lice, dont une femme. Ce président élu aura à sa disposition plus de 1500 agents de toutes les nationalités à son siège ici, à Abidjan, ouvert en 1964. Enseignement professionnel, les examens de fin d'année sont officiellement lancés. La cérémonie a eu lieu hier au lycée professionnel de Yopougon. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Compte rendu, Herman Niamia. Démarrés depuis le 13 avril dernier par les épreuves d'éducation physique et sportive, les examens scolaires de fin d'année de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active le 16 juin prochain avec les épreuves écrites. Ces épreuves écrites seront précédées de la soutenance des rapports des stages du 2 au 5 juin et des épreuves orales et pratiques du 8 au 12 juin prochain. Ces informations sont du directeur de la certification des examens et concours à la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires de la formation professionnelle. Selon Casimir Eric Akafouatse, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter le bon déroulement de ces examens. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet adjoint, invite les acteurs à conduire les examens avec vigilance et probité avant de préciser qu'aucun cas de fraude ne sera toléré. Autant il nous incombe de donner une formation de qualité à nos jeunes, autant il relève de notre responsabilité de les évaluer de façon rigoureuse afin que les diplômés qui sortent de nos structures soient compétitifs et capables d'aborder le marché de l'emploi avec assurance et sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que la tricherie et la fraude sont punies par notre code pénal. 16 556 candidats composeront dans 47 centres répartis sur l'ensemble du territoire national et 27 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les candidats vont composer pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP pour certains et pour d'autres, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 7 juillet 2015. Le ministère de la Culture, de la Francophonie et à travers donc la Commission nationale de la francophonie en collaboration avec l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et la direction du cinéma, des infrastructures et des équipements culturels a présenté hier jeudi la loi relative à l'industrie cinématographique, loi adoptée par l'Assemblée nationale, c'était le 14 juillet 2014. Dans ce reportage de Pagasoro Kone, les détails sur la dite loi. En vue de réglementer et redynamiser le secteur du cinéma, l'Assemblée nationale, sur proposition du ministère de la Culture et de la Francophonie, a adopté la loi relative à l'industrie cinématographique le 14 juin 2014. C'est pour présenter cette loi aux professionnels du cinéma que la Commission nationale de la francophonie, en collaboration avec l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, la direction du cinéma et la direction des infrastructures et équipements culturels, a initié cet atelier. Il était important que cette loi puisse être connue de tous les acteurs de la profession, qu'elle puisse se mettre en œuvre de façon aisée et en tenant compte de toutes les observations et de toutes les critiques et que les modalités d'application soient facilitées. Selon Kadi Diallo, secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, la présentation de la loi aux professionnels du cinéma leur permettra de faire des amendements ou des observations pouvant contribuer à une meilleure application de cette loi sur le terrain. Une démarche soutenue par les professionnels du cinéma pour qui la loi arrive à point nommé. On souhaite
rapidement la mise en œuvre, la mise en application de cette loi-là, et surtout avec l'acquisition des différents décrets qui vont avec. Ceux qui ont eu à faire cette loi ont le nez creux de faire effectivement cette loi, parce que ça va nous permettre d'être organisés d'abord au niveau de l'État, et ensuite nous allons nous organiser même à l'interne au niveau des professionnels du cinéma. Échange, rapport de synthèse, lecture de motions et recommandations ont meublé cet atelier de présentation de la loi relative à l'industrie cinématographique. Au Burundi, l'opposition ne lâche pas prise, malgré les appels au calme du président Pierre Nkurunziza. Les manifestations de contestation se poursuivent, les manifestants défient les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes ont été tuées dans les dernières violences, tuées donc par balle dans la capitale hier, dans des affrontements entre manifestants et policiers. Notez que la Belgique, ancienne puissance coloniale, menace de rompre son aide directe au Burundi en cas d'un 3e mandat du président Nkurunziza. Et puis en Syrie, Bachar el-Assad semble être en mauvaise posture. L'organisation de l'État islamique gagne du terrain. Après donc la prise de Palmyre, selon les observateurs, les djihadistes de l'organisation État islamique détiennent désormais près de 50% du territoire. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. L'information revient à 10h.